Salut Clément, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on t'a déjà invité plusieurs fois dans la midinale pour nous parler de la vie politique américaine. Tu avais participé à la campagne de Bernie Sanders en 2016 et tu en avais tiré un livre, Demo Crises, un Frenchie dans la campagne de Bernie Sanders. Aujourd'hui, on a une semaine de l'élection présidentielle américaine. Joe Biden semble bien parti pour l'emporter, mais on n'est plus à une surprise près de la part de Donald Trump. Mais de toute façon, peu importe l'issue, en 4 ans de présidence de Trump, les États-Unis ont profondément changé. Comment tu qualifierais ce changement aux États-Unis? Pour moi, les 4 dernières années ont été marquées par trois phénomènes de fond. Le premier, c'est l'augmentation de la polarisation politique et de la violence en politique et sa traduction dans la sphère sociale par notamment des émeutes, des manifestations, qu'elles soient des manifestations d'extrême droite ou des manifestations de Black Lives Matter, qui, en marge, amènent à des situations de meurtre, hein, des échauffourées qui dégénèrent. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu sous la présidence d'Obama et sous la présidence Bush. Donc cette violence dans la société qui monte est très palpable et elle va de pair avec une polarisation de la politique où il y a de moins en moins de porosité entre démocrates et républicains. On a vraiment un face-à-face et deux courbes de polarisation gauche-droite qui, au lieu d'être en partie chevauchés, sont totalement séparés aujourd'hui. Le deuxième aspect qui tient, donc ce premier aspect, il est transversal, il est général, même s'il est très fortement alimenté par Donald Trump. Le deuxième tient à sa posture. Il a fondamentalement dégradé la fonction. Il a dégradé la fonction parce que parce que le président des États-Unis est devenu le premier tweetos du monde et c'est pas vraiment ce qu'on attend de lui. Il a dégradé la fonction parce qu'il a été agressif, violent avec des centaines de personnes via ce média-là. Et il a dégradé la fonction aussi récemment durant la campagne parce qu'il a confondu sa posture de président et sa posture de candidat. Il a notamment fait un meeting depuis la Maison-Blanche, ce qui est quelque chose de fondamentalement problématique. Le troisième aspect va de pair avec cette centralité de la personne de Donald Trump, c'est le rapport aux faits et à la réalité. Les théories du complot n'ont pas attendu l'arrivée de Donald Trump pour être présentes dans l'espace public. En revanche, le rapport de Donald Trump à la vérité, aux faits, la manière dont typiquement il a géré le Covid avec un total double discours, euh, quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs ailleurs dans le monde, mais qui s'incarne particulièrement fortement dans la posture tout à fait euh, grotesque que Donald Trump peut avoir, parce que même quand il ment, en fait, c'est pas très bien ficelé. Et ça amène les médias à ne pas vraiment savoir comment on traite la chose. On le voit, Twitter essaye de mettre des warnings de vérification d'informations quand ils tweetent des choses fausses. Et les journalistes sont parfois déconcertés. Certains ont même dû couper certains de ces discours présidentiels pour en fait déconstruire le mensonge qui était en train de se tramer. Mais globalement, on ne sait pas aujourd'hui dans l'espace public médiatique américain traiter le rapport au mensonge et à la contre-vérité que Donald Trump porte. Alors, on a l'impression, surtout dans tes deux derniers points, que c'est Donald Trump, en fait, qui a créé le problème des fake news, qui incarne à lui tout seul, en fait, beaucoup de problèmes américains. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, en fait, un problème il y a deux Amériques maintenant, il y a dans la population quelque chose, des fractures, en fait, qui sont très profondes dans ce que tu as dit, donc le rapport au réel, le rapport aux faits, le rapport à la violence en politique. Donald Trump est à la fois le symptôme et un catalyseur de cette dynamique-là. C'est pour ça que c'est important quand même de rappeler sa centralité, même si oui, les fake news n'ont pas attendu Donald Trump et les théories du complot non plus. Ce qui est problématique, c'est l'ampleur qu'il donne à ces phénomènes-là. Je reviens sur ton point. Effectivement, on est sur une Amérique qui est très divisée. Alors, divisée en deux, certes. D'ailleurs, aujourd'hui, on a certaines études qui montrent que quel que soit le vainqueur de l'élection, plus de 30% des Américains, dans un cas, soit les démocrates, dans un cas, soit les républicains, ne
affirment qu'ils ne reconnaîtront pas la légitimité du vainqueur de l'élection. C'est très problématique pour faire nation. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a plus que deux Amériques qui sont irréconciliables. Je dirais qu'il y en a au moins trois. Il y a l'Amérique trumpiste, radicalisée, fan de son héros et convaincu notamment via des théories complotistes telles QAnon qu'il est absolument leur sauveur. Il y a l'Amérique centriste qui se retrouve autour de Joe Biden et qui est d'ailleurs soutenu par des républicains anti-Trump via un think tank qui s'appelle le Lincoln Project. Et globalement, toute cette ère, cet espace politique, des gens qui ne réinterrogent pas le système politique et économique de la manière dont il fonctionne et qui essayent pour certains de changer à la marge, pour d'autres pas du tout, mais qui globalement s'entendent bien. La troisième partie de l'Amérique qui risque de faire sécession, notamment en cas de défaite de Joe Biden, c'est la partie de l'Amérique très progressiste qui croit ce que racontent les scientifiques, qui font confiance aux constats scientifiques, notamment sur la question environnementale, mais qui sont aussi dans une urgence à obtenir une égalité de fait entre les différentes minorités et le citoyen lambda américain. Et ça, c'est un mouvement qui est moins visible cette année qu'il y a 4 ans parce que la personne de Donald Trump cristallise l'opposition démocrate superbement bien. Et du coup, on a clairement un front commun à gauche, enfin à gauche. La grande question, c'est est-ce que c'est toute la gauche, mais on va dire dans le cercle démocrate pour battre Donald Trump. Et l'idée, c'est que si on doit se chamailler, on se chamaillera après. Mais si on perd face à Donald Trump, alors que pour la deuxième fois, on fait confiance à un centriste pour porter l'opposition, ça risque de clasher assez sévèrement. Alors justement, dans la campagne, c'est ça qu'a mis en avant Joe Biden. Il a mis uniquement en avant le fait qu'il fallait battre Trump. Est-ce qu'il a eu d'autres, enfin, vu de Paris et moi de ce que j'ai lu dans les journaux majoritairement français, j'ai pas l'impression en fait qu'il ait avancé des pistes de réformes très profondes de ce que c'est que l'administration américaine ou qu'il ait de propositions complètement enfin, très intéressante ou très progressiste à faire sur les États-Unis. J'ai l'impression qu'il s'est juste focalisé en disant bon, bah, je suis l'alternative à Donald Trump, point. Est-ce qu'il a fait plus que Alors ça? effectivement, aujourd'hui, Joe Biden cherche à ménager la chèvre et le chou et il veille pas tant que ça à dire ce que la gauche voudrait de lui, mais à ne surtout pas dire ce que le centre droit ne voudrait pas de lui. C'est pour ça qu'il ne parle pas de réforme de la Cour suprême, alors que c'est un enjeu qui doit être central et qui pourrait mobiliser l'électorat de gauche après la nouvelle nomination qui vient d'avoir lieu. C'est pour ça qu'il ne parle pas de Green New Deal, alors que globalement, il a quand même fait un sacré bout de chemin, Joe Biden, hein, puisqu'il a déclaré encore au dernier débat que la question environnementale, que la menace environnementale et climatique était une menace existentielle pour les États-Unis. Mais même sur la question de Black Lives Matter, il n'y a pas eu de grands propos sur la réforme de la police. En revanche, là où il est très fort et le mérite qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il a gardé, une posture bienveillante, c'est-à-dire qu'il arrive à être toujours sur un ton apaisant. Typiquement, il y a une jeune femme qui s'appelle Breonna Taylor qui a été tuée dans son lit par des policiers qui venaient chez elle pour l'interpeller. Et les policiers n'ont pas été jugés coupables de meurtre. Et au lieu d'avoir une déclaration politique forte sur le besoin de réformer la police, ce qu'a fait Joe Biden, c'est qu'il a appelé la famille. Et c'est quelque chose qui peut sembler anecdotique, pas suffisamment ambitieux, mais ça montre une posture humaniste, proche des gens, et qui est là, est vraiment une incarnation du contre-pied de Donald Trump. L'autre élément qu'on peut quand même reconnaître à Joe Biden, c'est qu'il a intégré depuis avril autour de lui dans l'équipe de réflexion sur le programme démocrate une grande partie des acteurs de gauche, que ce soit Bernie Sanders de manière informelle ou Alexandria Ocasio-Cortez comme coprésidente de la partie environnement de son programme. Et du coup, il maintient le dialogue avec cette partie-là, ce que Hillary Clinton n'avait pas vraiment fait ou avait fait avec tellement de contre-cœur, ça n'avait pas permis d'unir le parti. Là, c'est vraiment impressionnant à quel point sur les réseaux sociaux, dans les sphères pro-Sanders, on a beaucoup moins de messages anti-Biden qu'il y a 4 ans, anti-Hillary.
Juste, ça c'était du côté de la campagne de Biden. Et du côté de Trump, lui, qu'est-ce qu'il a mis en avant? Il a fait sa campagne sur quoi en fait? Alors, il a fait sa campagne sur la loi et l'ordre, Law and Order, qui est un slogan conservateur assez historique aux États-Unis. Et c'est pour ça que, typiquement, durant les émeutes de Black Lives Matter, il a essayé d'incarner une posture très Martial? forte, voilà, martiale. On se rappelle de cette scène où il traverse et il fait gazer des manifestants avec de la lacrymo pour aller se présenter avec une Bible devant une église en mai ou en juin dernier. Donc, il a été vraiment dans des postures. Il a été aussi dans un discours de relance, c'est-à-dire qu'après le creux économique de mars, qui est loin d'être fini, mais il passe son temps à dire l'Amérique se relève, l'économie repart, etc. Et il a eu une situation un peu étrange aussi parce que donc il a attrapé le Covid, il est tombé malade et il a eu des traitements particuliers et il en ressort euh, probablement moins crédible auprès des démocrates parce que même lui a attrapé le Covid qu'il dénigrait quelques mois avant. Mais finalement, il y a probablement un sentiment d'un effet waouh auprès de ses supporters parce que il a vaincu le Covid dans sa chair. Euh, c'est Ça peut sembler anecdotique. Personnellement, je ne connais pas assez d'électeurs républicains pour savoir l'effet que ça leur a fait. Je n'ai pas vu d'études là-dessus. Mais il est sur une fin de campagne où il est quand même dans une logique de rattrapage. Il n'y a rien qu'à voir où est-ce qu'il met son argent pour les pubs télévisées. C'est un indicateur fort. Et en ce moment, il met son argent sur des États qu'il avait déjà gagnés en 2016, alors que Joe Biden fait campagne dans des États qui n'avaient pas été remportés par Hillary Clinton en 2016. Donc, il est vraiment dans une posture offensive. Reste à savoir comment il acceptera les résultats si les résultats ne vont pas dans son sens. Alors, on va revenir sur le Parti démocrate parce que lui aussi, en fait, en 4 ans, il a pas mal changé. Aujourd'hui, on le voit, le courant progressiste, tu l'as dit tout à l'heure, hein, quand tu as fait tes 3 grandes Amériques, tes 3 grands pans des États-Unis, le courant progressiste, donc, qui est plus à gauche, celui qui est autour de Bernie Sanders, challenge l'establishment du Parti démocrate. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il a la possibilité de peser dans la future administration Biden, si tant est que Biden soit élu? Est-ce que tu penses que c'est possible que voilà, Biden et l'establishment laissent de la place à ce courant progressiste une fois qu'ils auront le pouvoir? Parce que là, tu m'as dit qu'Ocasio-Cortez avait, par exemple, des, Un rôle dans la conception du programme, mais pas forcément dans sa mise en œuvre. exactement. Euh, il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est de savoir si les démocrates gagnent ou pas, où est-ce qu'ils gagnent, et notamment quelles sont les nouvelles figures qui rentrent au Congrès et au Sénat. Euh, C'est-à-dire que si les figures très progressistes sont élues avec une très grande marge, alors que les figures plus centristes sont élues vraiment touche-touche face à leurs opposants républicains, ça donnera un souffle à ces mecs-là. Le deuxième enjeu, c'est de savoir quelles vont être les propositions en fait de la gauche. Est-ce que Bernie Sanders va essayer de lui se placer comme secrétaire au travail, comme il l'a évoqué récemment sur Twitter, ce qui semble assez peu probable, hein, que Joe Biden lui fasse ce cadeau-là, parce que ce serait tellement un signe terrible pour l'establishment économique. Ou est-ce qu'au contraire, il va essayer de manœuvrer en plaçant plus de monde, mais à des postes moins clairs, moins prestigieux? Et le troisième élément, c'est les rapports de force au sein des assemblées. Du coup, est-ce que les présidences de commissions de santé ou autres vont être prises par des centristes ou par des progressistes? L'élément fondamental de tout ça, c'est surtout de se demander si le mouvement activiste de gauche qui s'était très bien mobilisé derrière Elizabeth Warren et Bernie Sanders durant la première phase de la primaire va pouvoir se relancer dès le 4 novembre pour faire une pression massive sur Joe Biden. Bernie Sanders a annoncé déjà un plan des 100 premiers jours post-élection pour amener Joe Biden à s'aligner sur certaines propositions et notamment à être beaucoup plus ambitieux sur la proposition de la couverture santé universelle. C'est des scénarios qui aujourd'hui peuvent sembler tout à fait pie in the sky, comme ils disent, des châteaux en Espagne, mais à voir.
à voir. On est dans une situation historique unique, singulière, inédite. Et l'urgence sanitaire fait qu'aujourd'hui, la majorité des Américains sont en faveur d'une couverture santé universelle. Et l'urgence environnementale, après les feux de forêt en Californie, les plus de 50 degrés de canicule aussi en Californie, et globalement aussi la recrudescence des ouragans dans le golfe du Mexique, font que le propos qui est porté par le sphère progressiste est aujourd'hui beaucoup plus percutant qu'il y a 4 ans. J'ai une dernière question, Clément. La juge Amy Coney Barrett a été confirmée à la Cour suprême. Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, des États-Unis que va laisser derrière lui Donald Trump s'il perd la semaine prochaine? Et quelle marge de manœuvre va avoir Joe Biden pour corriger ce genre de problème, en fait, pour les démocrates? La Cour suprême symbolise très bien le, la faiblesse et les écueils dans lesquels s'est enfermée la démocratie américaine, que ce soit le collège électoral, qui est aussi un enjeu qui nous revient souvent en tête, mais voir quand même une Cour suprême qui a été conçue à une époque où l'espérance de vie était de plusieurs décennies inférieure à celle actuelle, où du coup on a aujourd'hui des juges qui ont des mandats de 30 ans et qui du coup voient 5, 6 présidents passer sous leur mandat, pose en fait la question fondamentale de à quoi sert cette cour. Est-ce qu'elle représente, est-ce qu'elle est fidèle quand même en partie au moment que l'on vit, ou est-ce que c'est juste un cercle de gros réacs qui passent plusieurs dizaines d'années dans leur toge? Un des enjeux face à cette situation, puisqu'elle est irréversible, elle a été validée par le Sénat, ça va être du coup de mener probablement une réforme de la Cour suprême. Il n'est pas inscrit dans la Constitution que la Cour suprême doit se limiter à 9 juges. Ça fait des années que c'est le cas, mais on peut imaginer plusieurs choses en évolution de la Cour suprême. On peut augmenter le nombre de juges, on peut supprimer le mandat à vie, on peut mettre comme ça différents critères, et c'était un débat qui avait lieu durant la primaire démocrate, notamment porté par les personnes d'Andrew Yang, qui lui-même suggérait du coup ces deux éléments-là, augmenter le nombre de juges et supprimer le mandat à vie. Néanmoins, ça peut être juste une posture corrective, mais il y a un changement fondamental à faire dans la démocratie américaine sur le taux de participation, sur les découpages électoraux et globalement sur la professionnalisation de la politique qui est poussée à un stade particulièrement avancé là-bas et qui pose des problèmes de démocratie. Merci beaucoup, Clément Perrault. Merci.